Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette masterclass, les déterminés, sur l'entrepreneuriat, la détermination, la réussite. C'est un plaisir de tous vous retrouver en physique après de nombreux mois où les interactions sociales ont été limitées. On a beaucoup de déterminés dans cette salle, des partenaires, et je vous remercie de votre présence. Je vais, pour commencer, demander au président fondateur de l'association Les Déterminés, Moussa Camara, de me rejoindre pour démarrer. Merci. Merci à vous, bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Juste un petit mot moi, d'introduction qui va être rapide parce que le plus important, c'est pas de nous entendre nous, mais c'est vraiment d'entendre nos invités exceptionnels qui sont présents. Je remercie tout d'abord Madame le ministre, Elisabeth Moreno, ma chère Elisabeth qui a toujours été là et qui a toujours répondu présent. On sait que l'agenda est très très chargé ces derniers jours. Et déjà, rien que la présence, moi, je tiens vraiment à te remercier parce que pour imaginer une masterclass en très peu de temps et de faire en sorte que tu puisses répondre présent, pour nous, déjà, c'est tout un honneur. Déjà, un grand merci pour la présence. Et ici, mon frère, mon ami, mon cher Thion, qui m'a beaucoup poussé au début, qui m'a vu débuter. On se connaît depuis 10 ans. Et depuis très longtemps, tu étais déjà venu chez les Déterminés quand on était tout petit. Et de revenir aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment quelque chose de super important, en présence aussi de la ministre. Je sais tout le travail que tu mènes auprès de la jeunesse. Moi, tu m'as inspiré il y a quelques années. Aujourd'hui, de te voir avec nous dans cette masterclass, c'est important parce que c'est aussi des messages de positivité qu'on a besoin d'entendre, surtout dans cette période qu'on traverse. Et aujourd'hui, je pense que vous deux ici, vous êtes des exemples de réussite pour nous tous. Ce que vous avez fait, de là où vous êtes partis, ça inspire toute une génération et ça va continuer à inspirer une génération. Parce que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, voilà, c'est la réussite des hommes et des femmes qui vont construire des belles choses. Et ce n'est pas la question d'où l'on vient, ce n'est pas la question de nos origines, tout ce qu'on a, c'est la question de ce qu'on peut faire et notre capacité à agir. Et c'est hyper important. Moi, il y a beaucoup de déterminés ici qui sont dans la salle, des partenaires, des amis. Je pense qu'on est dans cet état d'esprit avec la structure Les Déterminés, c'est de promouvoir cette réussite de tous. Et si on est là aussi, moi je tiens vraiment aussi à remercier Michel, qui nous a jamais lâchés, qui nous accueille et qu'on peut applaudir. Je vais l'inviter aussi pour dire un petit mot d'accueil, qui est le directeur général d'Ayat France et qui nous accueille ici. En tout cas, merci Michel, merci aux équipes pour l'accueil. Et voilà, moi, ce que je voulais vous dire, sans plus tarder, on va laisser Samy et Fatou, qui nous font l'honneur d'animer cette table, rentrer dans le vif du sujet. Merci à vous. On va... Combien de fois a-t-on dit à Thion Yang qu'il ne réussirait pas? Combien de fois il a senti les regards circonspects sur son histoire, lui, le dernier d'une fratrie de 27 frères et sœurs? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il décide de quitter le Sénégal, l'Afrique, pour rejoindre les États-Unis avec seulement 20 $ en poche? Combien de fois on a dit à Elisabeth Moreno que ce n'était pas possible, que cette petite fille née au Cap-Vert n'avait pas le droit de croire en son histoire, en son destin. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment entendre votre parcours, ce par quoi vous êtes passé et comment vous avez fait pour devenir celle que vous êtes aujourd'hui, aussi forte, aussi inspirante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc, voilà. Vous l'aurez vu, dans leur parcours, il y a beaucoup de similitudes. Ils sont tous les deux nés en Afrique. Ils ont quitté le continent pour aller en Europe, en France, et pour vous, Thion, en Amérique. Et vous êtes revenus à un moment en Afrique pour vos engagements, pour faire de l'Afrique le continent qu'il doit être. Quelles ont été toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de votre engagement?
Thank you, sir. Vous inquiétez pas, ça va être en français. Hein. Les gens qui parlent pas anglais, ils sont en mode... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un immense bonheur pour moi d'être avec les déterminés. Vous avez déjà chaleureusement applaudi Moussa, donc on ne va pas le refaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, il sait toute l'amitié que j'ai pour lui. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps, je ne vais rester que 30 minutes avec vous parce que je dois me rendre à l'Élysée juste derrière, donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai vraiment pas le choix, mais je voulais passer ce moment avec vous. Et pour répondre à votre question, la manière dont vous avez présenté nos deux profils, j'ai envie de vous dire que pour savoir où on va, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Jamais. Jamais. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis née sur l'une des plus belles îles du monde, mais c'est une île pauvre. Et c'est une île tellement pauvre qu'il y a eu des famines qui ont déraciné la moitié de l'archipel. Je n'ai pas honte de dire que mes parents ne savent ni lire ni écrire. J'ai pas honte de dire que j'ai fait des ménages pour nourrir ma famille. J'ai pas honte de dire que j'ai fait du porte-à-porte pour vendre des comment on appelait ça, les universalis. Anyway, vous voyez ce que je veux dire. Parce que mes parents m'ont appris que il n'y a pas de métier dégradant dès lors que ce sont des métiers nobles. Il n'y a pas de métier dégradant quand on a envie de vivre en dignité et quand on a envie de nourrir sa famille. Et mes parents ne savent pas lire, ni l'un ni l'autre, mais ils m'ont appris des choses qu'on ne lit pas dans les livres. Ils m'ont appris le respect, ils m'ont appris le courage, ils m'ont appris la résilience, ils m'ont appris qu'on peut tomber 10 fois et se relever 11. J'aime bien cette expression. Je l'ai utilisée un jour dans une interview et j'ai reçu plein de messages qui me disent « Mais non, on ne peut pas tomber 10 fois et se relever 11 ». Eh bien si, on peut tomber 10 fois et se relever 11. Et j'ai décidé qu'à chaque fois que je tomberais, je me relèverais. Mais pourquoi ? Simplement parce que, en fait, vous savez, quand vous avez été confronté à tous les défis, tous les affres de la vie, toutes les difficultés, quand vous avez été blessé, quand vous avez été humilié, quand vous avez été injurié, en fait, certaines personnes pensent que ça vous rend plus faible. Moi, ça m'a toujours renforcé. À chaque fois qu'on me disait « n'importe quoi, tu y arriveras jamais », je disais merci, parce que je sais que je vais y arriver. Et souvent, ce sont même des personnes très proches de moi qui m'ont dit « tu n'y arriveras pas ». Parce que souvent, ce sont les personnes les plus proches de nous qui pensent qu'en nous disant « tu ne peux pas y arriver », ils pensent nous protéger. Ils pensent qu'ils vont nous éviter des difficultés, des embûches. À ces gens-là, je leur dis merci. Merci de me l'avoir dit parce qu'ils m'aimaient. Et puis à toutes les personnes qui m'ont dit que je n'y arrivais pas parce qu'ils me méprisaient, je leur dis merci aussi. Parce qu'ils m'ont donné la force et le courage de leur montrer le contraire. En vérité, moi j'ai traversé ma carrière. Je vous le dis, traverser, le terme est employé à bon escient parce que je n'ai jamais eu d'ambition professionnelle. Parce qu'on m'avait tellement dit que je n'étais pas faite pour réussir, on m'avait tellement dit qu'il fallait que je me contente de me marier, de faire des enfants et d'élever mes enfants et d'avoir une famille, ce qui me va bien. J'adore ma famille, j'ai 2 filles magnifiques qui sont la prunelle de mes yeux. Mais je savais, tout au fond de moi, vous savez, on a tous, cette petite voix en nous qui nous dit « Yes, you can ». Et c'est vrai que cette voix-là, soit on décide de l'écouter, parce que c'est celle qui est tout au fond de nous et c'est celle qui fait qu'on est ce que l'on est, soit on laisse des gens qui ne nous connaissent même pas, qui ne savent même pas qui nous sommes, nous dire ce qu'ils pensent que nous devrions être. Pour moi, le leadership, c'est se lever le matin, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi et donner suffisamment envie à quelqu'un de vous suivre dans votre folie. Et qu'est-ce que c'est que la vie si ça n'est pas une douce folie ? What a hard thing to follow. Thank you, Madam Minister. It is a privilege for me to be here tonight with you all.
I wanted to take a minute to thank Musa and the Determinés. Please give them a round of applause for them. And your entire team. Thank you, Musa. Thank you. I'm very proud when You're really sure you're going to do it in English? I'm going to see what their reactions is first. If the reaction is fine, I'll continue in English. If it's not, I'll switch in French. Ok, osez lever la main et dire si vous êtes complètement à l'aise en français ou en anglais. Qui veut qu'on le fasse en anglais? Ah oui, majority, that's Ok, perfect, yeah. that's fine. Alors lui, il va le faire en anglais. Non. Lui, il le fait en anglais, moi, je le fais en français. So that way, the followers on the internet that are following us, the English people can understand, and you guys can understand also the French. And then when the minister leaves, I'll speak French for you guys. Is a deal? Parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent sur l'Internet. Peut-être on leur donne un peu pour qu'ils puissent comprendre un peu l'anglais aussi. No problem? On va alterner pendant que vous êtes là, Yeah. français, anglais, et puis on reprendra totalement en français après votre départ. Very good. And speaking about leadership, I think this also is a challenge for you because of where we are today in the world. Leaders should be pushing themselves to go beyond limits, meaning not limiting yourself only in speaking one language. So when you leave here tonight, this should be also a challenge to you because you are the hope of our future. You are all that we need, right? We have to redesign the new world's order, which is to connect the so much disparity that we have in this world. And I think this brings me back to what the introduction of the topic is about leadership and what the minister just eloquently talked about. You know, if it's my personal story, I think most of you know about it. Those who don't know about it, I've written it in books. I talked about it in videos. But the most common things that we have, the thing we have in commonality, her and I, is what you got, is what the Determinés have, is what Musa has. It's about the world, déterminé. The determination to go beyond the odds, to go beyond what's impossible, to make it possible. To have the courage to dream the impossible. That there is nothing that you cannot do. I came from a very humble beginning in Kaolack. But I talk about all the time that my dream was just to change my mother's life and my family. This is where everything began. Who I was to know that a few years later, this young guy from Kaolack will be in a mix of the rooms with people like President Obama and presidents around the world. But not only on that, but today, having the courage to go back on what she just talked about, never forget where you come from. To return in my beautiful country, Senegal, that birthed me. To know everything that didn't go well in that country. And I could have taken different positions. To criticize from Washington, or from Paris, or from London, or to throw stones at leaders of what they're not doing right and what they're supposed to be doing. That's the easiest route. But the route I choose as a leader is to go on the ground to see what is not done or what needs to be done better and to bring solutions in those problems that we all share. And I will talk about it later on why I am in agriculture and why I go in the rural sides of Senegal from Washington, D.C. to try to bring about the change that we need to see in my country and in my continent. So it's to say that I'm privileged to connect with you because you're a symbol of hope, not only in this country, but to many young people. And I know they will agree with me que quand on voit la ministre
on voit hope, l'espoir, que tout est possible ici en France, que tout est possible à nos jeunes frères et sœurs qui nous regardent du Mali, du Bénin, du Sénégal, que aussi les jeunes femmes peuvent nous dépasser et faire mieux que nous. Et c'est possible, and yes, we can. Thank you. Justement, vous dites que tout est possible. Elisabeth Moreno, vous êtes ministre, déléguée auprès du Premier ministre, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances. C'est des valeurs qui nous parlent chez les déterminés. Mais avant cela, vous avez été une femme qui a fait une carrière dans le monde corporate, dans différentes entreprises, grandes entreprises. Pas que. Pas que. J'ai eu ma propre entreprise avant de rentrer dans le monde du corporate. Alors vous avez fait des études de droit. En fait, j'ai fait des études... Pardon, je vous coupe. C'est juste parce que je vois que le temps va passer, j'ai peur. En fait, oui, c'est vrai que je connais mieux ma vie que vous, ça c'est sûr. Non, très rapidement. En fait, j'ai fait des études de droit parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Parce que là où j'ai grandi, j'étais tellement souvent confrontée aux injustices que je trouvais ça terrible et je me disais que quand je serais grande, je voudrais aider ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'aider eux-mêmes. J'ai fait des études de droit et puis quand j'ai fait mon premier stage en cabinet, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée parce que quand vous êtes avocat, vous devez défendre tout le monde, ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Je n'étais pas très à l'aise avec ça et donc j'ai réalisé à ce moment-là que ce que j'aurais dû faire, c'était devenir juge. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas reprendre mes études. Alors après, je suis devenue juge parce que j'ai repris mes études pour devenir juge. J'ai repris mes études plein de fois dans ma vie. Je le dis parce que, je vous dis ça parce que en fait, la progression d'une carrière, c'est pas comme ça. Hein? C'est comme ça. Il faut... Vous avez derrière le sommet du succès parce que le succès, le mien, ton succès à toi et le succès de chacun de nous ici, c'est pas du tout la même chose. Chacun a sa propre perspective de succès. C'est pas parce qu'on gagne c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on a une Lamborghini, une maison de 150 pièces. Si à l'intérieur vous êtes vide, que vous êtes seul, que vous êtes abandonné, qu'on ne vous respecte pas, je ne sais pas si ça c'est vraiment du succès. Donc chacun a sa propre notion du succès. Mais en tout cas, pour moi, mon succès c'était comme le tien. Je voulais d'abord aider ma famille. Mon objectif c'était d'aider ma famille à sortir de la misère. Et donc, j'ai vite compris que si je ne voulais pas devenir avocat parce que ça me posait un souci et que je ne pouvais pas reprendre mes études, je voyais plein de gens qui entreprenaient et je me suis dit, je vais entreprendre. Et donc, j'ai co-créé ma première entreprise. C'était une entreprise dans l'isolation thermique, super sexy, un métier très féminin. Et j'ai dirigé cette entreprise pendant 10 ans avant de rentrer dans le monde corporate. Et après, j'ai appris ce que c'est que l'entrepreneuriat. J'ai appris que quand on a sa propre entreprise, on est directrice des ressources humaines, directrice commerciale, comptable, on est tout. On est secrétaire, on est dans le marketing. Et c'est pour ça que j'étais heureuse de commencer ma carrière dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai appris à tout faire. J'ai même appris ce que c'est que de faire des nuits blanches parce qu'on ne sait pas si on va payer le salaire de ses collaborateurs. Voyez ? Et ça vous donne vraiment le sens des responsabilités. Et ça vous fait prendre conscience aussi qu'une entreprise sans clients, ça n'existe pas. Si vous ne savez pas traiter vos clients et bien les servir, vous n'avez pas d'entreprise. Et j'ai compris aussi à ce moment-là que si vous n'avez pas les bons collaborateurs pour servir une entreprise, elle n'existe pas non plus. Donc, moi, j'ai grandi avec cette notion de responsabilité chevillée au corps. Et quand j'ai basculé dans les grands groupes, tout ce que j'avais appris dans ma petite entreprise m'a été très utile. Et donc, j'ai travaillé pour France Télécom, qui est Orange maintenant. Ça a été ma première corporation. Ensuite, j'ai travaillé pour Dell Computer. C'était là, quand je suis rentrée dans le monde informatique, tout ce que je connaissais de l'informatique, c'était Word et Excel. Ça vous donne une idée du niveau. Mais je n'ai jamais eu peur de dire que je ne savais pas et je n'ai jamais eu peur de retourner à l'école et d'apprendre.
En fait, je crois que si je devais vous laisser avec quelque chose, c'est que exactement ce que disait Etienne, c'est que rien n'est impossible, mais tout est possible si vous travaillez dur. Je n'ai jamais vu de succès tomber du ciel. Jamais. Jamais. On est dans une société où on pense que, vous savez, le succès est facile. Quand on voit ces jeunes dans la télé-réalité où tu dis « Ah, c'est comme si tu n'avais pas de shampoing », et tout d'un coup, tu deviens une star. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Et je crois qu'il est important de dire à notre jeunesse qu'il n'y a pas de succès sans effort. Moi, si j'ai étudié à m'en abîmer les yeux. Ma mère éteignait la lumière parce que l'électricité coûtait cher. Et je prenais la lampe là et je lisais, j'étudiais. Et ensuite, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, souvent, j'ai pris les missions que personne ne voulait prendre. Parce que je me disais, moi, ce que je veux, c'est travailler, gagner de l'argent, nourrir ma famille et avancer. Je vous le disais tout à l'heure, j'avais pas d'ambition. J'avais pas d'ambition parce qu'on m'avait dit, déjà, si tu arrives à travailler, estime-toi heureuse. Ne viens pas nous embêter. Donc, je n'ai pas rêvé que je pouvais faire des grandes choses. Mais, quand vous avez un objectif, quand vous donnez du sens, quand vous savez pourquoi vous vous levez le matin, quoi qu'il arrive, vous vous levez. Les gens qui n'arrivent pas à sortir du lit, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Mais si vous avez un objectif, vous arriverez à vous lever. Donc moi, je me suis levée parce que mes objectifs, ça a toujours été d'avoir une meilleure vie pour mes parents, ensuite pour mes enfants, pour ma famille. Et puis, ce qui est magique quand même dans le succès, c'est que le succès appelle le succès. Ça, c'est incroyable. Et je vous le dis, et je vous dis, je suis partie du fond de la cave. Donc, croyez bien quand je vous le dis. Le succès appelle le succès. C'est-à-dire que plus vous réussissez, plus vous poussez les barrières. Et au début, quand je réussissais, je me disais, mais c'est bizarre parce qu'on m'avait dit qu'en fait, j'étais nulle et que j'étais bonne à rien et que j'arriverais à rien faire. Comment ça se fait que ça marche ? Ça marche parce que plus vous réussissez, plus vous prenez confiance en vous. Et plus vous prenez confiance en vous, plus vous tentez des choses un peu plus grandes. À tel point que, à un moment donné, vous vous dites, mais finalement, peut-être que je suis capable de faire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que non seulement vous êtes capable de faire quelque chose, mais il y a des gens qui vont croire en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Oh, waouh! Et ça, pareil, ça donne une force et une énergie extraordinaire. Et moi, pendant longtemps, et je vous le partage parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup d'entre vous, pendant longtemps, je réussissais, mais je me cachais. Je me cachais parce que, d'abord, autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui réussissait, et donc je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise parce que c'est comme si j'étais en infraction. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si je n'étais pas à ma place, comme si j'avais volé quelque chose. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Oh là là, comme vous y êtes arrivés, ça nous fait penser que nous aussi on peut y arriver. » Et je crois que le leadership, finalement, il y a des leaderships conscients et il y a des leaderships inconscients. Et le leadership, il commence à la maternelle ou même à la maison avant même que les enfants aillent à l'école. Regardez une maternelle, vous regardez la cour, vous voyez tout de suite les enfants qui sont des leaders naturels et ceux qui ne le sont pas. Il y a des enfants qui attirent les autres, qui attirent la lumière, mais pas parce qu'ils sont particuliers, c'est juste parce qu'ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. C'est important de savoir qui on est et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, ce n'est pas forcément devenir calife à la place du calife. C'est juste vivre notre vie. Je reviens sur ce que vous avez dit concernant le succès. C'est vrai que je pense que quand il nous arrive un bienfait, enfin je parle en mon nom, mais bon, quand il nous arrive un bienfait, ou je sais que quand il arrive un bienfait à des gens connus, ou quoi, qui ne sont pas forcément entourés de ça autour d'eux, ils sont mal à l'aise, et ça me fait du bien d'entendre ça,
parce que je me sentais bizarre. Donc ça me fait beaucoup de bien d'entendre une autre personne dire ça. Et moi, c'est une immense fierté de voir une femme noire, à l'Élysée, de voir une femme noire qui n'oublie pas d'où elle vient. Et je trouve ça hyper beau. Et c'est un très bon message. C'est un très bon message pour nous autres qui souhaitons entreprendre. Moi, je reviens de la Côte d'Ivoire. Avant, j'étais au Sénégal. Et j'ai vu beaucoup d'expatriés très heureux d'être là-bas, très heureux d'avoir investi là-bas. Je ne vous dis pas qu'ils sont millionnaires, je ne vous dis pas qu'ils sont milliardaires, mais ils sont heureux. Ils sont heureux, ils disent, et ils m'ont dit un mot qui m'a fait bizarre, ils m'ont dit on est légitime. Et ça fait du bien. Vous savez, peut-être juste, déjà merci pour vos mots, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas la première, hein. Il y a eu Sibeth Ndiaye, il y a eu Ramayad, il y a eu Christiane, et il y a toujours Christiane Taubira. Il y a beaucoup de femmes qui se sont battues et des hommes qui se sont battus pour trouver leur légitimité. Mais j'ai compris, j'ai 51 ans maintenant, j'ai compris que la légitimité, la première, c'est celle que vous vous donnez à vous. C'est-à-dire que si vous êtes solide sur vos pattes, si vous savez qui vous êtes, si vous savez quelles sont vos valeurs, si vous savez où vous pouvez aller et où ne pas aller, finalement, ce que vous disent les autres importe peu. Vous voyez ? Et le problème, c'est que trop souvent, on attend que les autres nous valident. C'est ça, le problème, il vient de là. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Moi, je porte encore mon fardeau de « Oh mon Dieu, j'ai pas bien fait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que va dire maman? Oh mon Dieu, qu'est-ce que va dire un tel ?» Mais au moins, je suis consciente de ça. Et donc, à chaque fois, je me dis « Ok, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux ?» Et donc, j'ai appris à suivre ce que je sentais au fond de moi. Suivre son intuition, c'est très important. Parce qu'on est tous uniques, on a tous un chemin sur cette terre. Mais si on laisse quelqu'un d'autre tracer pour nous notre propre chemin, on s'égare. C'est ça, la difficulté, elle est là. Et pour les femmes, c'est vraiment ça. Les femmes, moi, j'ai un amour infini pour les femmes. Parce que nous subissons tellement de poids dès le plus jeune âge. On est battu, on est violé, on est humilié, on est rejeté, on est méprisé, mais on est debout. Et vous voyez, les femmes sur le continent, et partout dans le monde, mais sur le continent, moi je le dis, j'ai évidemment beaucoup de respect pour les hommes, la question n'est pas là, mais je pense que si on avait un leadership plus équilibré sur le continent, et dans le monde entier. Je pense qu'il y avait plus de femmes au pouvoir, il y aurait moins de guerres. Je pense. Je pense que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, on réfléchirait davantage à la manière dont on traite notre planète. Je pense que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, on donnerait encore plus d'importance à l'éducation. On serait beaucoup plus dans la considération de l'autre. Et c'est pour ça que je me bats et que j'ai été honorée que le président de la République me confie cette responsabilité de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances, parce qu'on est dans un monde où il y a des personnes qui sont rejetées et oubliées juste parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'on choisit où on est? Est-ce qu'on choisit de naître femme ou homme? Est-ce qu'on choisit de naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre? Et on sait bien qu'aujourd'hui, selon l'endroit où vous naissez, vous n'aurez pas les mêmes chances de réussir, n'est-ce pas? Vous savez, moi j'entends beaucoup de choses sur la France. J'ai vécu en Afrique, j'ai été patronne d'HP Afrique et j'ai vu ce que c'était que le French bashing. J'ai vu ces gens qui sont très en colère de l'histoire de la France et de la présence de la France en Afrique et tout là, mais pardon, ce pays a sauvé ma sœur. Ce pays a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'aime l'Afrique? J'aime l'Afrique parce que c'est la terre de mes ancêtres. Mais aujourd'hui, je vis en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France. Je me sens africaine et je me sens française et je l'assume pleinement. Parce que il faut reconnaître que ce pays donne la possibilité aux gens de réussir. Est-ce que c'est
facile? Est-ce que tout va bien? Non. Mais est-ce qu'en Afrique, tout est facile et tout va bien? Non. Donc, il faut aussi savoir avoir un peu de reconnaissance pour ce qui nous est offert. Nos parents ont fait des sacrifices terribles pour nous amener dans ce pays et nous donner la possibilité d'avoir une meilleure vie que celle qui a été la leur. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Et vous savez, le 8 octobre, vendredi prochain, c'est un vendredi le 8, je ne sais plus. Anyway, le 8, c'est un samedi? Ok. Le président de la République va recevoir en France, 3000 Africains et Franco-Africains. Donc des Africains de la diaspora et des Africains qui vont venir du continent, des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il est temps de changer le narratif entre l'Afrique et la France. Parce qu'il a compris que la jeunesse est l'avenir du continent. Parce qu'il a compris que l'entrepreneuriat, tous les types d'entrepreneuriat, y compris les femmes qui entreprennent énormément et qui font, on ne les reconnaît pas en tant qu'entrepreneuses, mais elles entreprennent dans tous les domaines. Et il a envie de parler à ces gens et de leur dire comment vous voulez qu'on construise les relations entre l'Afrique et la France de demain. Parce que nos histoires sont liées. Et parce que, qu'on le veuille ou non, l'Afrique et la France, c'est 15 kilomètres de différence. 15 kilomètres de distance. Donc si on ne reconnaît pas, si on n'accepte pas cette double culture qui est le cas de nous tous, beaucoup d'entre nous qui sommes ici, qui sont nés ici, de parents qui n'étaient pas nés ici, mais qui sont nés ici, et qui ont leur famille ici, et qui ont l'intention de faire leur vie ici, mais tout en allant aussi sur le continent. C'est pas incompatible. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut jamais oublier d'où on vient, si on veut savoir où on va, et il faut arrêter ces dichotomies et ces différences entre je suis africain, je suis ce que j'ai envie d'être, point à la ligne. Je crois que vous êtes appelé à l'Élysée. Oui, je crois et que que je vous suis allez devoir y appelée. aller. Je veux vous dire merci de votre accueil, de votre générosité, de votre bienveillance. Je ne la trouve pas toujours partout, donc ça fait du bien. Je veux vous dire aussi qu'en ce moment, dans notre pays, il y a des personnes qui cherchent à nous diviser. Il y a des personnes qui veulent nous faire culpabiliser de ce que nous sommes. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la pluralité et la diversité de notre pays. Ces personnes-là ont déjà perdu, mais elles ne le savent pas encore. Avant que vous partiez, j'aimerais juste vous donner une citation qui vous correspond assez bien. Je veux vivre toutes mes vies sans devoir renoncer à aucune d'entre elles. Je pense qu'elle vous correspond à tous les deux par vos parcours. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer sur la question. C'est fou, j'étais au Sénégal au mois de mai. Je suis guinéenne sénégalaise, même Cécile Bikama. Les ministres là-bas, ministre des Défenses. Et en fait, je suis vraiment allée pour découvrir parce que j'ai pour projet de m'installer. Et en fait, j'ai un ami qui a marqué dans la rue, mais qui s'appelle. Donc, du coup, je me dis, non, mais là, j'ai connu le Sénégal, moi, je veux connaître. D'accord, ok. Et j'ai été à Saint-Louis aussi, et quand j'étais à Saint-Louis, ça m'a brisé le cœur. Et j'ai pas pu rester à Saint-Louis. On va essayer de meubler parce qu'il y a des gens en live qui nous suivent. Ah, on va quoi? On va essayer D'aller rapidement. de reprendre rapidement parce que les gens nous suivent en live. Oui, donc du coup, voilà, ils me demandaient. S'il vous plaît, on va reprendre. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agriculture. Donc, M. Tian Yang
On sait que votre arrivée sur le territoire américain n'a pas été simple et que vous avez fait preuve d'une véritable détermination. Pourriez-vous nous raconter un peu ce passage de votre vie et nous dire où vous puisez, excusez-moi, tout cet optimisme, parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un, je pense, de très joyeux, de toujours très positif. Et avec ce qui s'est passé dans votre vie avant, et aujourd'hui, bon, ça va mieux, mais ce qui s'est passé dans votre vie avant, j'aimerais bien savoir un peu, et je pense qu'on aimerait tous savoir un peu, d'où vous tirez toute cette force, tout ça, toute cette énergie positive. Merci. Bon, moi, d'abord, je suis un éternel optimiste. Et je n'avais pas le choix que d'être optimiste parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de choses qui se passaient que je devais changer. Toute cette énergie que vous voyez aujourd'hui, c'était des frustrations. J'étais frustré sur beaucoup de choses parce qu'en étant jeune, je voyais les jeunes à l'extérieur, même à Dakar, dans les côtés IP, partout. Moi, je suis de Kaolack. Ils pouvaient faire des choses que je ne pouvais pas. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ils sont privilégiés, ils ont accès à des écoles excellentes, des universités, et nous, on ne peut pas. Pour les petites choses, hein, même nos anniversaires, il n'y avait pas de cadeaux, on ne savait même pas c'est quand nos anniversaires. Les Noëls, tout, on n'a jamais eu de cadeaux. Comme vous le savez, nous, nos parents, chez nous, they love you, but they never tell you, so you don't know. So all of those things as a kid, tu sais, quand tes parents africains, ils t'aiment, hein, mais ils ne vont pas te dire, hein. You go figure it out. Même si tu commences à dire, ouais, vas-y, là, va jouer, quoi. So there's a lot of these things made me very frustrated. Et la frustration, surtout, à la base, c'était comme je vous dis au début, hein, de voir cette belle femme dans une famille polygame qui n'est pas du tout contente, avec les difficultés de tout ce qui se passe chaque jour. C'est là où j'ai quitté Kaolack pour aller à Dakar. Arrivé à Dakar, mon professeur nous parlait des États-Unis. On avait un professeur anglais qui est vraiment fan des États-Unis. Et il m'a un peu fait rêver d'Amérique. Donc j'ai rêvé un peu des États-Unis. Donc je me disais, moi, je veux aller là-bas. Je veux tenter ma vie aux États-Unis. Et j'étais encore frustré parce qu'à chaque fois, je demandais le visa après le bac. 4 fois, il me refusait le visa. Donc j'ai tout fait, tout ce que je pouvais. Et arriver aux États-Unis, c'était encore la difficulté parce que ne pas avoir la langue, il n'y a pas de famille. Je me rappelle arriver avec mes 10 000 francs CFA, mes $20. Quand Asdieng, le gars qui m'a pris de l'aéroport, m'a amené chez lui à Bronx. Quand on est rentré dans l'appartement, je lui ai dit, bon, est-ce que je peux appeler ma mère pour lui dire que je suis arrivé? Donc, il m'a amené acheter une carte. J'avais $20. La carte, c'est 10 000 francs. Donc, maintenant, il y a $10 qui restent, quoi. Donc, j'appelle ma mère. À ce temps, au Sénégal, quand tu appelais, on n'avait pas des téléphones comme aujourd'hui. Les cell phones, c'était luxe, quoi. On ne le voyait pas. Tu appelles la famille. Il y a une maison dans le quartier qui a un téléphone. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce que je dis, hein. Mais il y a certains qui vont connaître. Tu appelles, tu dis, OK, tu vas m'appeler ma mère. Dis, oui, attends, dans 1 heure, rappelle, quoi. Et que la majeure partie de ta carte est déjà finie. Après, tu dials dans 1 heure de temps et appelles maman. Elle me dit, bon, on a fait les salam alaikum. Elle me dit, tout va bien là-bas. Dans les paroles d'une maman, quoi. Elle sait que ça ne va pas. Je lui ai dit, oui, ça va. Et après, elle commence à pleurer. Et j'entends, pim. Parce que là, il n'y a plus de crédit, quoi. Parce qu'elle pensait déjà comment je vais me nourrir, comment je vais s'en sortir. Tu vois, les enfants avec leur maman. Et moi, je devais aller répondre à des questions rapidement. Parce que chez nous, dès que vous quittez à l'extérieur, dès que tu arrives à destination, tu es déjà riche, hein. Bon, ils s'en foutent maintenant des problèmes. Pour eux, c'est déjà, voilà, tu as l'argent, quoi. Et moi, mon truc, c'est qu'à l'âge de 12 ans, j'avais promis à ma mère qu'un jour viendra,
que je vais travailler un jour et Inch'Allah, je vais faire tout que tu n'auras plus de problème. Et pour moi, c'était le moment, quoi. J'étais pressé, j'attendais ce jour de 12 ans, maintenant j'ai 22 ans. Maintenant, je dis à As, je dois trouver un boulot tout de suite. Parce que ça fait trop longtemps que je fais attendre à cette dame et je dois changer sa vie. Donc, quand j'ai eu le boulot, je me rappelle, c'était à New Rochelle. C'est 40 minutes, 45 minutes de Bronx. À chaque fois, je me levais le matin pour aller travailler. Je détectais déjà le Western Union à côté, quoi. Donc, vous les immigrés, vous savez ce que je dis, quoi. Vous êtes nés ici, vous ne connaissez rien de ce qu'on dit. Mais vous, les immigrés qui venez d'arriver là, vous comprenez si, on bien. connaît Quoi. Western Union. Et ce joke. Il y a tout ça. Il y a Wave maintenant. C'est fini. Ouais, c'est Western, vrai. ça a dépassé. Il y a Wave. Hein. On va pas faire un combat. Don't worry about it. So anyway, man, I was dreaming about this day, man. I'm telling you. I was dreaming about this day for so long, and now it come. Donc, aux États-Unis, on est payé chaque vendredi, samedi, quoi, c'est par week-end. Donc là, j'attendais le paiement, on est payé, j'ai couru, I ran. And I come to the Western Union. I say, send this money to Yasin Diouf for me. And then I send the money. Mais j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, from now, for the rest of your life, is finished. Tu n'auras jamais de problème pour le reste de ma vie. Parce que c'est le rêve de chacun d'entre vous. My dream is your dream. Chacun d'entre nous, on est motivé, on est poussé pour ce qu'on dit en Wolof, faj gàcce. Moo ñu tax a jóg fii. Pour amener, pour changer la vie de nos familles, pour pousser un peu les limites, pour les sacrifices de nos parents. Je pense que c'est pourquoi la majeure partie d'entre nous sont motivés. Pour ma force, ma motivation, c'est à partir de là. Et quand je suis un peu, quand la vie a changé, heureusement pour moi, aux États-Unis, je n'ai jamais oublié les difficultés que j'ai eues avant d'être là. Et moi, je pensais toujours, qu'est-ce que je dois faire pour créer ces ponts, ces opportunités, pour que les jeunes derrière moi peuvent avoir ces opportunités. Je me rappelle, on était comme ça à la Maison-Blanche le lendemain de la campagne. En 2009, quand on a gagné, le lendemain de l'inauguration, le président nous appelle tous les travailleurs de la campagne comme ça, l'équipe. Et elle nous parle, now we won the elections, what are you going to do next? Certains d'entre vous peuvent venir à Washington m'aider ou bien aller dans votre communauté ou même créer des projets au niveau international. Vous pouvez maintenant, yes, you can change the world, you can do anything possible. Et moi, je pensais à cet instant, I want to do something globally parce que j'ai laissé les frères et sœurs partout en Afrique qui sont en train de galérer pour trouver 150 francs pour Ataya, 500 francs pour manger la journée. Et là, je suis ici, 8 ans après, président des affaires internationales du Parti démocrate. Je suis là avec le premier président noir des États-Unis. Ça, c'est une chance, ça. Tu vois? Je trouvais que c'était trop... you know, it was too little asking of myself to just go to the White House and get a job. To me, c'était demonizing of the opportunity that I had. C'est pourquoi, à ce jour-là, j'ai commencé à travailler sur l'idée de Give One Project. L'idée est arrivée à cet instant. Bon, mais il fallait manger. Il fallait envoyer de l'argent au Sénégal. Donc, j'ai pris le boulot au Congrès américain. Je travaille là-bas et la nuit, je travaille sur Give One Project. Ce qui est aujourd'hui dans 34 pays dans le monde. On a formé plus de 25 000 jeunes dans le monde entier. Ici en France, beaucoup de jeunes ont passé par Give One, ce que Moussa a raconté là. Et aujourd'hui, je suis fier, plus que fier quand je viens ici en France et je vois des jeunes comme Moussa Camara qui ont passé par là faire plus que nous, on a imaginé. En 2013, quand je parlais aux entrepreneurs français du MEDEF, ce jour-là que vous voyez la vidéo sur YouTube, j'étais avec Moussa. J'étais avec Moussa. Et à ce temps, au MEDEF, on ne voyait pas des gens comme nous là-bas. Hein? Et j'ai tapé sur la table. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces jeunes percer, ça veut dire que everything is possible if you give young people the opportunity. Si vous leur donnez des opportunités, ils peuvent tout faire.
Merci. Deuxième question. On sait à quel point vous êtes un véritable activiste. J'ai pu l'entendre. Et j'aimerais savoir, c'est quoi votre définition de l'activisme? Well, I don't know. I don't like the term activism because the way it's utilized today. J'aime pas beaucoup ce terme activiste parce que la manière dont c'est utilisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que pour montrer que you are an activist, il faudra just demonize somebody and do a live and insult everybody. Pour montrer que toi, tu contribues, il faut juste prendre ton téléphone, tu mets 1000 francs crédit et tu insultes tout le monde. Ça, c'est pas de l'activisme pour moi. Le mot activisme, c'est act. D'abord, act in English, c'est quoi? Ou bien vous ne comprenez pas ça? On parle anglais ou... Voilà. Mais act, ça dit tout. C'est action, jëf, en wolof. Mais si c'est dans le jëf, comme Moussa est en train de le faire avec l'équipe des déterminés, ça c'est l'activisme économique. On a parlé en 2013 à Washington que, Moussa, si tu veux changer les choses, chez vous au pays là, il faut aller sur l'économie. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'avant, les jeunes ici pensaient que bon, ces trucs, ces instances de MEDEF, l'Élysée, tout ça, ça c'est pas pour nous, quoi. Le pays est contre nous, oui, tout ce qu'ils font contre les quartiers, tout ça là. Il nous a montré que non, on peut percer partout où tu veux, parce que l'argent n'a pas de couleur, hein. Donc, l'activisme pour moi, ça a du sens quand les gens prennent, take actions. Quand les gens travaillent pour collectively change the things that we need to change in our communities. Comme je te disais plus tôt, je pouvais rester à Washington et être activiste Facebook. Activiste Facebook, ça tout le monde peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dénoncer ce qui se passe. C'est important hein, que les gens dénoncent. C'est important que les gens parlent. C'est important que les gens donnent leur opinion. Mais moi, je ne trouve pas intéressant que quand on critique, on doit insulter, on doit dénigrer l'autre pour pouvoir montrer que nous, on participe. Pour vous, les jeunes qui sont là, qui viennent de notre continent, notre beau continent, pour venir ici chercher knowledge ou bien money or whatever, experience, je parle à vous parce que ce problème d'activisme qu'on a aujourd'hui, ça vient beaucoup plus de nous, de la diaspora. On critique beaucoup nos leaders, mais très agressivement. Mais je vous dis, il y a d'autres moyens de le faire. Créer des projets. Et quand vous avez un peu de temps, venez faire du mentoring aux jeunes là-bas. Come get dirty on the ground. C'est là où ça se passe. Si Moussa aujourd'hui se mettait à Cergy et juste critiquer les gens ici, est-ce qu'on allait être là, nous tous ensemble? Est-ce qu'il y aura 30 promotions des déterminés? That needs a big round of applause. This amazing 30%. 30 promotions. 30 promotions. Ça, c'est de l'action, ce n'est pas de l'activisme de Facebook. We can open it up to questions. Très bien. On sait que vous êtes un véritable entrepreneur et que vous avez à cœur de développer des choses dans votre pays d'origine, le Sénégal. Comment vous participez au développement du continent africain? Comment je participe? Attendez pas à cette question. Okay, that's a good question. Il m'a lancé une pique, j'ai dit, attends, Okay, all right. une bonne question ici. I got you. Comment je participe? Moi, j'ai vu beaucoup de choses qui n'allaient pas au pays. Pour moi, personnellement, quand je suis arrivé au Sénégal il y a quelques années, j'ai vu, mais partout, même pas au Sénégal only, mais partout en Afrique de l'Ouest, je voyage beaucoup, je vois que tout ce que nous mangeons là-bas, mais ça vient de l'extérieur, ça n'a aucun sens. Oui. Notre tchèboudjon là, le riz, ça vient d'Indonésie, Chine. Moi, je suis allé là-bas dans les montagnes d'Indonésie, je vois là-bas, avec les difficultés, nos grands-mères là-bas sont en train de faire le riz, ils nous envoient jusqu'en Afrique. Tu vois là-bas, en Espagne, ils nous envoient à manger. La même chose au Maroc. Bon, le Maroc fait partie de nous, mais quand même,
tous les fruits du Sénégal, légumes, tout ça, majeure partie, ça vient du Maroc. L'huile que nous mangeons, et moi, je suis né dans notre bassin arachidier au Sénégal, le Saloum, là où je cultive aujourd'hui de l'arachide. On devait donner de l'huile au monde entier. Mais vous pouvez imaginer que la majeure partie de ce que nous mangeons là-bas, surtout l'huile, vient jusqu'à Ukraine, quand j'ai fait mes recherches. Jusqu'à Ukraine. Imagine. On a des terres arable, plates. Ici, vous n'avez pas de... quand c'est froid, vous ne pouvez pas faire l'agriculture. Moi, je suis allé dans des champs ici à Lille, mon dernier voyage, j'ai vu, c'était froid, mais les gens, ils font l'agriculture, ils se débrouillent pour faire, mais c'est compliqué. Dans les montagnes ici, en Switzerland, tu vas là-bas, c'est compliqué hein, pour faire l'agriculture. Même le Maroc vers Marrakech. Mais ils se débrouillent pour nourrir leur population. Nous, on est bénis, plat. OK? We have sun 365 days. Ici, dans 1 mois, 2 mois, I'm sorry for you guys, I'm out. D'accord? Vous êtes dans le froid, il y a la neige, tout ça, la neige partout, c'est compliqué pour vous. Nous, on a le soleil. 300 et quelques jours, on ne sait pas quoi faire avec. 200 millions de jeunes moins de 25 ans dans le monde aujourd'hui, dans notre continent en Afrique. Imagine. Presque les États-Unis, 200 et quelques millions de personnes. Every year, more than 25 years old. Et jusqu'à présent, ma sœur, les gens nous donnent à manger. Le premier producteur d'attiqué au monde, c'est la Chine. Voilà. Je vous le dis, ma plus grande déception. Et on mange d'attiqué avec fierté les Ivoiriens qui sont là aujourd'hui. Hein. Les Sénégalais, les Ghanéens, les Nigérians se disputent du jollof rice. Mais on ne fait même pas de riz. Non, on rigole un peu, mais c'est très sérieux pour moi. Hein. Ce truc-là, c'est très, très personnel. This is a very personal issue to me. Because I put my life on this. J'ai mis ma vie sur ça. Hein. Quand j'ai vu ça, pour moi, it was demonizing for me and my honor to see my people be this incapable of feeding themselves. We can talk about economy, we can talk about finance, we can talk about the future of technology, we can talk about all that stuff. But when a man is not fed, everything comes secondary. Si on ne mange pas, comment on va parler de technologie, comment on va parler d'énergie, comment parler d'économie, de finances, etc. Ça n'existe pas. And no man is a man if he cannot feed himself. Jusqu'à ce que nous, on arrive à se nourrir nous-mêmes, on ne peut pas parler d'indépendance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis un éternel optimiste et je regarde toujours là où je peux amener des solutions. J'ai fait des sacrifices. J'ai dit, bon, j'ai une maison ici à Washington. Alhamdulillah, la vie est belle. Mais j'ai 2 choix. Je reste à Washington. Je voyage le monde, partout dans le monde, et je rencontre le chef d'État, je fais mon truc. Et je reviens ici, et je vais sur Facebook, j'insulte les présidents et les leaders. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Ou bien, I take the route of any leader that we know in the world had to take to stay in history. That's called the less traveled route. Je prends la route qui n'est pas encore prise pour voyager. Et c'est cette route où quand j'ai pris ça, mes amis à Washington me disaient, toi là vraiment, il y a quelque chose quoi. Pourquoi tu veux rentrer en Afrique pour laisser ce que tu as ici, pour faire quoi? Et quand je suis arrivé en Afrique, il y a des gens qui sont allés voir ma mère pour dire, ouais, il faut aller voir des marabouts. Hein. On l'a marabouté. Hein. J'ai pris la décision de retourner. Et pas seulement retourner pour aller faire de la politique, politicienne. C'était facile pour quelqu'un comme moi. I have the profile. Pour aller faire, typically, business, alone, capitalism, I know how to do that. But I went and buy a land. J'ai acheté des terres dans les villages. D'abord, j'ai construit ma maison en dehors de Dakar, dans un village,
pour avoir l'impact direct de la communauté. Parce que ce qui me fait vivre, ce que madame a dit, il faudra que vous aussi, vous trouviez pourquoi vous êtes là et que vous nourrissez ça chaque jour. Et moi, c'est créer des opportunités pour les gens. Dans nos villages, les opportunités pour aider les gens, ah, ça là, ça existe quand même. Tu vas trouver ça. Je vis dans un village, je suis allé à Ndjegen, dans notre village, j'ai acheté des terres en 2014 et j'ai commencé l'agriculture. Pourquoi? Parce que ce que je dis. If you want to change the world, just change yourself. And Gandhi went further to say, you have to be the change that you want to see in the world. Le changement que vous voulez voir, vous devez l'incarner vous-même. Et comment je veux que mon pays arrive à nourrir sa population, et moi-même chez moi, à la maison, je ne peux pas me nourrir. Donc j'ai décidé que moi, ce que je vais manger à partir de maintenant, et les gens autour de moi, je vais travailler de mes terres pour le faire. Et aujourd'hui, alhamdulillah, Jove Zone Project, Jove Zone est au-delà de l'agriculture. We'll talk about it. So we'll talk about it more. Comme ça, je donne l'opportunité aux gens de poser des questions. On va aller plus deep, plus profond là-dessus. Bon, voilà. Ok. Thank you. Moi, j'ai une question personnelle. Il est comme en vrai Barack Obama. Il est comme nous, c'est un être humain qui s'est battu, qui avait des rêves aussi, hein, comme nous, de rien du tout, comme vous le savez. Les gens, Mais quand ça, on a lu. oui, mais c'est la vérité. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Quand tu rencontres Barack, tu rencontres Emmanuel Macron, tu rencontres tous les présidents. C'est des êtres humains comme vous, hein, rien de spécial. C'est juste des gens qui ont poussé les limites encore plus que les autres. C'est tout. Hein. Moi, quand je l'ai rencontré au début jusqu'à maintenant, c'est le même président Obama que j'ai connu au début. C'est quelqu'un qui a des ambitions extraordinaires et il a poussé les limites. Il est arrivé là où il est. Entre vous aussi, je vois des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs, je ne sais pas, millionnaires, Mais des pourquoi Dangote. tu dis là-bas? Il y a ici? Par là, ici d'abord. il dit présidente, moi je suis là. Peut-être tu seras la personne la plus puissante qui est derrière le président. Non, on sait devant. jamais, hein? Olivia Qui Pope. influence le président. D'accord. Are we going to open it for the public? Ouais. I want to hear from Ouais. these guys. Mais je Yeah. voudrais juste dire, parce que moi je vous ai rencontré il y a maintenant 11 ans. C'était à Rouen, dans mon lycée. C'était un lycée dans un quartier, QPV. Et vous étiez la première personne qu'on faisait intervenir vraiment comme rôle modèle. Je vous ai vu arriver dans un beau costume, fringant, et on me disait il a travaillé dans l'équipe de Barack Obama. C'était 1 an après l'élection de Barack Obama. Donc c'était vraiment incroyable. Vos mots me marquent encore, parce que vous nous aviez vraiment donné de l'inspiration pour pouvoir aller plus loin et pouvoir avancer dans la vie. Et c'est vrai que j'ai été très marqué quand je vous ai vu ensuite chez Jove Zone, dans les terres agricoles, avec un simple t-shirt, un chapeau, en train de cultiver la terre. Et ça, c'était une vraie preuve d'humilité, mais d'engagement, parce que je pense qu'il est vraiment sincère chez vous. Et bravo pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez encore, parce que vous ferez encore beaucoup de choses. Thank you. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Ah, je me sens puissant là, décidément. Mohamed, je t'en prie. Ah. Ok. Tu peux te lever s'il y a un... Marina. Bonjour. C'est un honneur, merci. Marina, enchantée. J'avais une question pour vous. Comment allier notre entreprise et la politique, nos engagements, nos valeurs politiques dans notre entreprise sans que ça nous fasse défaut? Donc des conseils dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Comment allier? Je réponds ou on attend encore? C'est bon? On y va? All right. La politique et le business, c'est ça? You know, politics and business, they go
along but not together. Donc, I've made some of those mistakes. And some of those mistakes I made is when you're in politics, you walk a thin line. When you're in business, you walk a thin line of building a baby as a business to grow it economically. But you always have to remember that the politics has a power to destroy or to sabotage some of the things that you do. It's unfortunately, but it's the truth everywhere. It's not only Africa. In my case, it happened to me. So you have to be very clear that you want to do business, then you stay on business. You can have your opinion on politics. You can, but be careful how you utilize it. It can hurt your business also, especially for those who are in Africa. So that's what I can share with you to not go too long so people can have. But just make sure when you're in business, go 100% in business, and you detach your business to your personal opinions of politics. Because once you start mixing the two of them, then your person, whatever your opinions are touching the businesses, and then now it's going to hurt not only the business, but everybody who's working towards that. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé au Sénégal. Quand je suis arrivé, je n'avais pas compris ça rapidement. Parce que je pensais que j'étais toujours aux États-Unis sur ma tête, quoi. Parce qu'aux États-Unis, je peux parler de... I can express my opinions comme je veux. Because there's a very clear lines on business and politics. But en Afrique, les politiques ont trop de pouvoir. Et quand je suis arrivé, moi, je n'étais pas en politique. Comme jusqu'à présent, je ne suis pas. Mais j'avais Give One Project et j'ai aussi mes business. Give One Project, c'était pour aider les jeunes, le truc. Et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur à ce temps dans nos pays. Et au Sénégal, là où j'étais, à ce temps, j'étais invité pour donner un discours quelque part à Pékin. Les Sénégalais ici savent. Et j'ai dit rien de mal. Hein. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais dit encore pire ici au MEDEF, aux États-Unis, Hong Kong, China, partout. Moi, je parle pour l'intérêt de la jeunesse. Et ce n'était pas des critiques personnelles, c'était juste pour faire le paysage de ce qui ne va pas dans le pays et ce qu'on doit faire, nous, à notre part, la jeunesse et les jeunes qui me suivaient, qui écoutaient ce que je disais, pour apporter notre contribution. Malheureusement, il y avait il y avait le ministre, il y avait le maire, il y avait les gens du pouvoir, et ils ont pris personnel que je les critiquais et je les attaquais. Et ça a créé des problèmes inutiles. Donc, je dis aux jeunes, donc pour répondre à ta question, il faut apprendre de mes erreurs sur ça. L'environnement là où vous êtes, il faut l'apprendre très bien. When you're in Rome, you do what Romans do. Until you get to be a king, then you can really change things. But if you want to change things and you're weak, don't do it, yeah. You can't do it when you're weak. You have to stay strong. So that's my response for you. Good luck. Bonsoir à tous, bonsoir Thion. En tant que personne de la diaspora sénégalaise, j'ai forcément une question qui sera orientée. Bon, on se connaît un peu, mais je la pose quand même. On te la pose souvent, tes ambitions politiques. Mais moi, j'ai envie de dire, avec l'impact que tu as eu aujourd'hui, avec le recul que tu as avec Jeff Zone, avec Give One, les projets que tu développes au Sénégal notamment, où est-ce qu'on peut te voir et t'attendre dans 10 ans? Parce qu'en fait, la jeunesse, elle t'attend vraiment en politique. Ça, c'est la réalité, on le voit. Elle attend qui? Moi? Oui. C'est toi qui attends ou la jeunesse? La jeunesse. La jeunesse. Et tu le sais. Tu le sais que cet impact, il a aujourd'hui des résultats. Et il en aura encore. Donc, est-ce qu'on aura la chance de te voir en politique? Ou en tout cas pour prendre les rênes du pays dans 10, 15, 20 ans? Who knows? Well, toi là, tu veux encore créer des problèmes. Hein? Nous là, on est là en train de parler business. Toi, tu arrives à mener politique comme ça là.
C'est quelle histoire? It's good to see you. It's been a long time. Listen, pour moi, on n'a pas besoin vraiment. Seriously, hein, même quand je le dis, les jeunes pensent que voilà quoi. Mais c'est très sincère. Hein. Aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin, we need more people. On a assez de politiciens. La politique ne manque pas en Afrique. Imagine dans mon pays d'origine, beautiful Sénégal, on a 300 et quelques partis politiques. Non, mais c'est vrai, hein, vous allez sur Google rapidement, regardez ça. Hein. Récépissé original, ça fait pas, c'est pas encore calculé, les mouvements politiques hein, sont à côté. Juste partis politiques, 300 et quelques partis pour un pays de 16 à 17 millions de people. It's sad. C'est triste. Aux États-Unis, on est 300 et quelques millions, on a 2 partis politiques. Un pays comme le Sénégal, 300 et quelques partis politiques, ça dit qu'un autre Tchon-Nyang, il vient, il ajoute parti politique, ça fait 314 personnes. Partis. Ça n'a aucun sens. Et on peut créer le changement à partir en dehors des politiques aussi. Il faudra qu'on comprenne qu'on ne peut pas juste attendre que les politiques changent nos vies. Si les jeunes déterminés attendaient aujourd'hui qu'un jour, le ministère de la Ville ou quelque part en France va nous ramener ensemble, peut-être on ne sera pas là. Tu ne peux pas nier aujourd'hui que les jeunes déterminés avec le leadership de Moussa sont en train de vraiment créer la différence ici en France, sur le monde de l'entrepreneuriat jeune. Et pourtant, ils ne font pas de la politique, mais c'est la politique économique. Donc, si on définit la politique aussi, on doit arriver à définir la politique autrement. Moi, j'ai choisi d'arriver au Sénégal, de ne pas faire la politique politicienne. Mais je veux faire la politique autrement. Qu'est-ce que la politique? C'est servir sa communauté, c'est servir la cité. Et je suis en train de servir ma communauté et ma cité, et même mon continent. Parce que ce que je suis en train de faire avec mes équipes sur l'agriculture, c'est au-delà de juste l'agriculture. Pour moi, c'est rendre l'agriculture attractive pour que les jeunes puissent dire « Ok, moi aussi, je veux aller faire l'agriculture. » Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture en Afrique, c'est la misère. Les villages, il n'y a rien. Tu vas là-bas, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Donc les gens ne veulent pas s'assimiler à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a la migration, ils quittent les villages pour aller dans les villes. Tous nos problèmes commencent par là. C'est pourquoi, pour moi, l'agriculture, c'est la base de tous nos problèmes. Si on doit régler les problèmes de l'Afrique aujourd'hui, il faut aller à la base, les villages et l'agriculture. Parce que ces jeunes qui quittent les villages, parce qu'ils ne peuvent pas aider papa et maman pendant la saison sèche, 9 mois au Sénégal, même pour avoir le thieboudienne à la maison, c'est compliqué, ils quittent pour aller à Dakar, à Abidjan, Cotonou, Nairobi, pour aller chercher des boulots, vendre dans les rues, le jardinage pour 50 000, 60 000 francs qu'ils envoient pour nourrir la famille. Ces jeunes-là, il y a tellement de monde à Dakar, dans les villes, ça crée aujourd'hui beaucoup d'insécurité, des problèmes de logement, des problèmes d'inondation, des problèmes de... Tout ce que vous voyez. Et aujourd'hui, ils poussent les limites pour aller même prendre les bateaux. Après 500 000, ils ont ça. Ils prennent les bateaux pour aller sur l'océan pour essayer de venir ici. L'année dernière, cette année même, Sénégal, Hollande a perdu plus de 800 et quelques jeunes sur la mer. C'est catastrophique. Comment on doit régler ça? Mais tout le monde ne peut pas être dans la politique pour régler ça. Mais des jeunes comme nous qui ont un peu d'influence, on peut descendre sur le terrain et quand ils voient un Tchon-Nyang, peut-être, j'ose espérer, quitter Washington avec les privilèges, Econ Lighting Africa, avec les voyages et tout, pour aller dans les champs, moi, ce que je pense, c'est que ça va faire un déclic à ces jeunes. Et ça arrive parce que je n'ai même pas encore des jeunes seulement du Sénégal qui viennent dans nos fermes pour se former avec l'Institut agricole et de leadership que j'ai lancé. Mais des jeunes de la diaspora qui quittent la France aujourd'hui, j'en vois un là-bas derrière. Lève la main si vous étiez là-bas. Voilà, un Jobzone est là, un Jobzone alumni, il y en a certains qui sont là,
qui quittent la France payent les billets pour venir se former dans nos champs. Donc, ça me dit que c'est possible de faire rêver à ces jeunes et que si on arrive à faire assez, there is more power in that than politicians. Because now, on n'attend plus personne pour nous sauver. On ne peut pas attendre un Tchonyan, un président Macky Sall, ou un président Macron, ou un Obama. Nous tous, on parlait d'Obama, ok, il est revenu, il est parti. Est-ce que vos vies ont changé? Non. Donc, le changement qu'on voit aujourd'hui, c'est in each one of us. It can't be from one person coming to save the world. Jesus is already gone. Muhammad is always gone. Each one of us is the change that we're looking for our countries here in France and Senegal. So thank you for the question. Bonsoir, merci M. Nyang, merci pour votre discours très inspirant. La chose qu'on se pose tous, pour certains qui sont entrepreneurs, c'est quelles sont les best practices, quels sont les conseils, les choses que vous recommandez pour pouvoir investir en Afrique, pour pouvoir construire des choses en Afrique, étant donné qu'on est des enfants de la diaspora, il y a des choses qu'on ne connaît pas. J'ai un ami justement qui s'appelle Kevin, qui veut créer justement un institut gastronomique à Dakar, qui aimerait tellement vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les choses que vous pouvez nous recommander pour réussir ce genre de projet? Ah, ça là, j'en ai assez, hein, des conseils pour venir investir en Afrique là. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. But before I go further to that, je voudrais être vraiment très clair sur un point avec vous tous. Vous savez, vous avez une chance que nous, on a. Bon, moi j'ai la même chose, mais beaucoup de nos jeunes aujourd'hui n'ont pas. Vous avez une double culture. Cette double culture, il faut valoriser ça. Il ne faut pas nier cette double culture. Parce que beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes un peu confortable, vous pensez que oui, au blé, ici, là, ouais, bah, je m'en fous, France, là, l'Europe, là, je quitte, je vais au blé. Et tu vas là-bas, 2 semaines après, il y a les mosquitos, c'est tout ça. Là. Ah, je vais rentrer en France, là. Ici, là, c'est compliqué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est you have a beautiful country here. Et c'est votre pays aussi. Moi, j'assume, hein, il faudra assumer que moi, j'ai 2 nationalités. Je suis très fier d'être sénégalais et je suis très, très fier aussi d'être américain. Parce que l'Afrique m'a vu naître et l'Amérique m'a fait grandir. J'écris de ça dans mon livre. Hein. J'ai un chapitre sur mon premier livre et je parle de cette double culture qui est une très grande chance. Il ne faut pas nier ça, il faut valoriser ça. Parce que si tout était OK chez nous, bah, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Si tout était nickel chez nous, bah, on n'allait pas venir ici. Nos parents, pour ceux qui sont nés ici, n'allaient pas venir ici pour vous donner une chance et une opportunité. Comme elle a dit, ces sacrifices faits par nos parents, vous devez utiliser ça. Parce que quand on est fort en France ou aux États-Unis, c'est là qu'on peut aider l'Afrique. Et je viens, pourquoi je dis ça? Parce que si tu viens en Afrique, chez nous, moi je suis que pour tout le monde revienne investir chez nous. Parce que je pense que ce qu'on veut voir de l'Afrique, la diaspora doit jouer son rôle. Et votre rôle is capital. Sans la diaspora, on ne peut pas le faire. Parce que vous n'avez pas cette complexité de l'autre aujourd'hui. D'accord? Mais prenez le temps de vous organiser et de bien comprendre les enjeux. Je ne vais pas vous dire, oui, prenez vos bagages tout de suite, partez et allez, voilà, vous allez vous découvrir vos trucs là-bas, quoi. Parce que j'ai vécu moi-même des difficultés. Hein? Donc, les conseils que je peux dire, mon frère, à ton ami, d'étudier le terrain et de trouver des gens que tu peux avoir confiance. Et ça, c'est difficile. Ah, ça là. Ça, c'est compliqué, hein? Parce que quand on fait du business, il y a d'abord l'éthique. Ici. Et bon, je comprends hein, quand on arrive chez nous, parce que la majeure partie de notre population
Ce n'est pas tout le monde, mais la majeure partie de notre population sont dans le survie. Everybody is looking for a dollar to eat. It's like you land in the jungle and you see all these lions that haven't eaten for 1 month. Good luck, buddy. They're going to get you. Donc, si la majeure partie de la population sont dans le survie et que tu débarques, eux, ils voient une opportunité, hein, ça là. Beaucoup d'entre eux, ils voient pas long terme. Tu dis à nos frères et sœurs, certains d'entre eux là-bas, bon, on construit ce truc-là, mais c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans là. Tu n'as plus besoin de rien du tout, on va réussir ce truc, c'est bon pour nous tous. Et c'est collectif. Ils vont dire, oui, moi je comprends. Mais lui, il est en train de prendre pour aujourd'hui, pour manger. C'est pourquoi l'agriculture est très capitale pour moi. Parce qu'on ne peut rien faire, quoi. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont venus au pays et malheureusement, ils ont été découragés. Ils achètent des terrains, quelqu'un te vend des terrains, il y a 10 personnes qui ont le terrain. Tu achètes un business, tu donnes à des gens, ils te envoient des rapports. Quand tu reviens, il n'y a pas d'argent. Bon, il y avait Gamou, Magal, on avait des problèmes de trucs comme ça. Là. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est compliqué. Deuxième point. Si tu veux vraiment faire du business en Afrique et réussir, parce que je vous dis, je ne vous le cache pas, hein, moi, tout ce que je fais, je vous dis, parce que tout le monde le sait aujourd'hui, the growth in the world, c'est en Afrique. Si tu veux vraiment faire de l'argent là, tu vas aller en Afrique, quoi. Tout le monde a compris ça, sauf nous. Les Chinois sont là-bas, les Indiens sont là-bas, les Turcs sont là-bas, tout le monde. Parce que le return in investment, ça n'existe nulle part qu'en Afrique. Parce qu'on est, we are new, we fresh. Donc c'est le moment d'investir en Afrique. Mais il faut attendre que, il ne faut pas venir sur ta tête que oui, ça là, je vais venir tout de suite, ça va marcher. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail, parce qu'aucun business ne marche du jour au lendemain d'ailleurs. Donc si vous arrivez aussi, il faut savoir prendre des coups. Savoir galérer avec le temps et prendre ton temps. Mais quand tu es bien assis là, c'est mieux que nulle part, ça je vous le garantis. Mais étudiez, prenez votre temps, faites des recherches, et que si vous êtes arrivé maintenant à faire du business, ne déléguez personne, il faut aller là-bas le faire. Jusqu'à ce que le train est en marche, et là tu peux revenir. Mais si vous êtes là, et vous arrêtez là, et vous envoyez de l'argent, oui, faites le business, on te dit oui, c'est bon, on te donne des rapports là, vous allez retourner là-bas, il y aura AVC, hein? C'est compliqué. C'est bon? C'est bon? Bonsoir tout le monde. Je suis très rassuré. Je suis très rassuré, d'autant plus qu'il y avait un projet qui germait depuis très longtemps dans ma tête. Et là, d'après ce que je vois de la détermination, je vois que les gens sont prêts à construire ce projet avec nous. Et ce projet s'appelle Yonti. Yonti, dans ma langue maternelle, ça veut dire « il est temps ». Je suis un ancien étudiant sénégalais qui est diplômé de Master 2 en langue étrangère appliquée. Et actuellement, je suis professeur d'anglais dans les collèges et lycées français. Parallèlement à tout cela, j'ai eu à militer dans des associations. J'ai accompagné une centaine de jeunes pour qu'ils puissent venir se former dans les universités françaises. On a créé une chaîne de solidarité. Et là, je pense qu'il était temps, Yonti, il était temps aussi de retourner chez soi pour apporter son soutien, pour construire un projet de société. C'est un projet de société que nous avons, raison pour laquelle je dis que je suis rassuré, d'autant plus que je vois que des gens déterminés, engagés, qui sont prêts pour un nouveau projet de société. Dans ce cas-là, je vous dis tout simplement bienvenue à Thilogne. Thilogne, c'est une ville qui se trouve à 600 km de Dakar, une ville dans le Fouta. Fouta est connu pour être en quelque sorte le lieu qui a accueilli la première révolution démocratique dans le monde, bien avant les États-Unis, bien avant la France. Donc je vous accueille dans cette contrée loin du brouhaha dakarois. Bienvenue à Thilogne pour mener à bien ce projet. Je vous assure, c'est un projet révolutionnaire. Je vous assure, vous aurez un abri parce que ce sera un laboratoire d'idées
d'essais, de tentatives, d'échecs, mais on va se relever, on va s'aider ensemble et certainement nous allons y arriver. Donc j'ai écrit ce bouquin pour essayer de relater le parcours qui est le mien, qui est le parcours également de différents jeunes, de tant de jeunes qui ont la soif, l'envie, la détermination de vouloir aider notre chère communauté. Donc je vous accueille, bienvenue à Tchelam. Voilà. Dis quelque chose. The audacity of hope. Vraiment. Let's go. Bravo pour l'audace. Cher Giscard. Bonjour Samy. Bonjour à tous mes codétères. Bonjour Tion. Je suis fier et très heureux d'être présent ce soir pour la force que vous nous donnez, le courage. Je voudrais savoir ce que vous pensez. On a déjà eu la réponse concernant les personnes qui veulent repartir, ce qui est mon cas, dans un second temps. Mais dans un premier temps, je voudrais construire un business qui ferait un pont entre l'Europe et l'Afrique. Et je voudrais savoir votre avis d'expert. Quels conseils vous pourriez me donner pour avancer et construire, ou quelle aide pourriez-vous me donner pour construire un business qui ferait un pont entre ici et l'Afrique? Et je vous en dirai plus si on en a l'occasion. Non, j'ai besoin de plus maintenant. Tu me dis c'est quel genre de business? What kind of business is it? C'est quel genre de business? Alors, nous savons tous que chez nous en Afrique, et dans plein d'autres contrées, mais particulièrement chez nous en Afrique, pour envoyer et recevoir des colis, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très compliqué. S'il n'y a pas la contribution de la diaspora, s'il n'y a personne qui part, les colis ne partent pas. Et c'est juste vital, parce que moi je suis, comme vous, né d'ailleurs au Sénégal, mais je suis guinéen. Et pour envoyer quoi que ce soit, pour aider, parce que c'est la diaspora aujourd'hui, contrairement aux politiques, qui font vivre l'Afrique. Parce qu'on envoie par les Western Union, qui sont aujourd'hui, c'est établi. C'est pas du tout compliqué d'envoyer un Western Union aujourd'hui, mais on peut aussi aider autrement que par le Western Union, parce que si, par exemple, je vais donner un exemple tout simple, si vous me le permettez. J'ai, moi, envoyé à un de mes petits frères, là-bas en Guinée, un vidéoprojecteur avec un disque dur et un home cinéma. Et voilà, il avait un cinéma. Il avait un business qui lui permettait de vivre et de faire vivre sa famille. Mais il a fallu que, entre le moment où je lui ai dit oui et le moment où le colis est arrivé, il a dû se passer quelque chose comme 8 mois. Il m'a pris pour un imposteur, parce que quand je lui ai dit oui, il attend, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Il ne se rend pas compte de la difficulté réelle pour nous d'envoyer, pour pouvoir aider là-bas en Afrique. Donc, mon business à moi, ça va être de faciliter l'envoi des colis en Afrique par le biais qui existe déjà des gens qui vont partir. Ça va s'appeler tout simplement ColisJet. Vous allez pouvoir, quand vous partez, si vous avez des kilos disponibles, vendre vos kilos à n'importe qui a quelque chose à envoyer dans la destination que vous avez. Et ça soulève beaucoup de problèmes, mais on y arrive. Une très bonne idée, ça. Bravo. Très bonne idée. On en parle après. Faites une application et que nous tous, on va soutenir. On a tous des problèmes. Quand tu vas à l'aéroport, c'est nous, on a des bagages comme ça, tous, toujours. Donc, c'est une très bonne idée.
Et c'est ça, trouver des solutions pour les problèmes. Et là, tu es en business, quoi. Good luck. Thank you. C'est fini. Tu veux Je plus sais- rentrer chez toi? Non, moi, je veux Je parler sais- avec les gens. Ah, ok. Pourquoi c'est fini? Je sais qu'il y a de Ne la me Il frustration. faut donner les femmes au moins quelque chose. Donnez quelques femmes au moins, 2 femmes. Just 2 more questions. Excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de frustration, mais j'ai une solution. Il y a le livre de Chun Yang. Yeah, but don't know if Mais- I'm almost done. Almost. I'll make it quick. Moussa, just give us two questions. It's okay? For the women, they didn't ask 2 questions. Les femmes. Juste deux pour les femmes. Vas-y, Le grand frère a parlé. s'il vous plaît. On va être rapide, quoi. Yeah. Les femmes. Voilà, on va rester. Ouais. Tu as raison. C'est chaud. Ouais. Ah ouais, il faut. On va essayer d'aller vite sur les questions et sur les réponses. Ouais. Alors, bonsoir, John. Bonsoir, Fatou, Samy. Merci d'être ici aujourd'hui en France, à Paris. Alors, moi, c'est Penda. J'ai 26 ans. Et demain, je vais être diplômée en Master 2, Brand Management et Stratégie Marketing. C'est une fierté aujourd'hui de te recevoir. Je suis très fière parce que moi-même, je suis sénégalaise. Moi-même, on parle... Sénégal. Les Sénégalais, ils sont trop patriotes. Yes. En fait, il n'y a pas le fait que je sois sénégalaise, on partage en fait des points communs. Moi-même, je suis issue d'une famille nombreuse. Moi-même, j'ai pas eu beaucoup de chance en fait dès petite, issue d'une famille modeste comme toi. Par contre, jusqu'à l'âge de 26 ans, aujourd'hui, je me suis battue et je n'ai pas oublié surtout mes racines. Je suis Peul, de culture Peul. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille vit dans un village qui est près de Podor. Je souhaiterais en fait pouvoir les aider, peut-être à travers une association, et j'aimerais avoir ton conseil pour pouvoir les aider, même au niveau de l'agriculture, pour pouvoir faire que les semences fonctionnent, parce que je sais que c'est des zones arides, et j'aimerais vraiment avoir cette aide pour qu'ils puissent se nourrir continuellement à l'avenir. Merci, John. OK, thank you. Well, on prend ta question, après c'est fini, voilà, c'est ça. Une d'entre vous, il faut se lever et parler rapidement. C'est la guerre. Après, j'ai fait un message. I'm sorry. Bonsoir, salam alaikum, Wa alaykum salam. bienvenue chez nous. Alors moi je suis pas sénégalaise, je suis algérienne. J'espère qu'il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Voilà, donc moi j'ai fait ta connaissance à travers les réseaux sociaux parce que je ne te connaissais pas avant. Et bravo pour ton parcours et bravo pour tout ce que tu as entrepris. Aujourd'hui, moi j'ai une question, c'est quelle a été pour toi la plus grosse difficulté dans ton parcours de vie, mis à part de quitter ton pays natal pour arriver aux États-Unis? Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de tout abandonner et de dire j'arrête? Même hier, avant de quitter le Sénégal la semaine passée, j'ai voulu tout abandonner encore et retourner aux États-Unis. Pour un entrepreneur, ça arrive très souvent. Il y a toujours des difficultés. Et je vais utiliser ça pour mon message de clôture. Parce que je sais qu'ils doivent partir. Si c'était qu'à moi, je resterais toute la nuit vous parler. Parce que j'ai pris l'avion pour venir vous voir. Et j'aurais aimé discuter beaucoup plus. Et après, je reste pour signer quelques livres. Et après, that will give more time for another day, maybe. Mais ce que je voudrais vous dire avant de partir, c'est que si vous avez des projets, des rêves, comme toi, ma soeur, et toi, just do it. Faites comme Nike, il faut juste le faire. And then when you're doing it, there is going to be difficulties. But there is nothing great that's been accomplished in the world without difficulties. C'est dans les difficultés qu'on se construit. Moi, de mon parcours, c'est ce que j'ai appris, que je dis en mémoire d'un éternel optimiste que si vous commencez quelque chose qui n'est pas difficile, ça veut dire que vous n'avez encore rien entrepris d'intéressant. Si c'est difficile, c'est là où tu dois rester et tu dois encore pousser les limites. Et je vous dis que pour certains d'entre vous qui pensent Afrique, que la terre-mère a besoin de vous. On ne peut pas construire notre continent aujourd'hui à l'image de ce qu'on a ici et à l'Occident et aux États-Unis sans votre participation.
Et que quand vous participez, c'est bien d'envoyer de l'argent. Les gens en ont besoin. Mais apprenons à nos frères et sœurs à pêcher. We have to teach our people to create wealth. We cannot donate to them anymore. Because the system of donation, ça ne marche pas. Mais si on arrive à créer des projets, à aider à former nos jeunes frères et sœurs là-bas, à leur donner ces connaissances que vous avez ici, à prendre du temps et venir pendant les vacances. Vous prenez du temps à venir, prenez même 2, 3 jeunes, vous les formez. Ils ont besoin de formation. On a besoin de capacity building. Comme ça, ces jeunes, ils peuvent créer leurs propres opportunités. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Des jeunes, quand tu les formes là-bas, tu leur donnes les opportunités, ils peuvent s'en sortir seuls. Et là, ils n'ont pas besoin de prendre les bateaux pour nourrir dans l'océan et venir chercher des opportunités qui n'existent pas ici, qui n'existent plus ici. Donc, on a un rôle à jouer. C'est pourquoi j'ai lancé le Jeffzone Farm Share, que beaucoup de jeunes de la diaspora investissent là-dessus, ceux qui ne peuvent pas venir créer des projets. Il y a des projets d'investissement comme ça que vous pouvez participer de loin, créer plus d'emplois en restant ici. Mais le temps venu que vous venez venir investir dans notre pays et dans notre continent, il faut être prêt qu'il y aura des difficultés. But again, it's in difficulties that we create the most beautiful things. And you are the hope and the change that not only Africa will be waiting for, but also France. Thank you for having me. It was a privilege to be here. It was an opportunity. Si vous avez des rêves, s'il vous plaît, ne dormez pas avec ça. Parce que chacun d'entre vous a quelque chose de spécial. Chacun d'entre vous a quelque chose que si vous le réveillez, vous allez étonner le monde. Vous allez créer des miracles. Ce soir, pensez à ce que vous avez en vous, que Dieu vous a donné, et réveillez ça. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur de prendre des initiatives. N'ayez pas peur d'y aller. And when you fail, it doesn't matter. Get up. Get back up and fight. If you continue, sooner or later, the whole world will hear from you. Thank you so much. God bless you. And have a good day. Thank you.